Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là et merci à Béatrice Guelpa pour ce reportage qui rend visible ce que beaucoup d'associations tentent de montrer jour après jour. Merci aussi à toutes les personnes qui ont accepté de venir débattre ce soir sur cette scène que j'invite à monter dès que Emmanuel aura parlé. La discussion se déroulera en 2 étapes. D'abord, 1 heure de débat avec 6 personnes qui vont être avec nous. Et puis ensuite, nous passerons à la parole au public et notamment à des personnes, des jeunes qui vivent aujourd'hui à Genève ce que Mebrahtu a fui en quittant la Suisse. Et avant de démarrer, parce que nous pensions que vous auriez souhaité des nouvelles de Mebrahtu, je vais laisser la parole à Emmanuel Werner, que vous avez vu dans le film et qui va nous donner de ces nouvelles. Merci beaucoup Sophie, bonsoir à tout le monde. J'aimerais commencer par vous dire que Mebrahtu vous salue tous très très chaleureusement. Il regrette de ne pas pouvoir participer ce soir et il sait très bien qu'il y a beaucoup de personnes dans cette salle qu'il connaît. Donc un salut particulier de sa part pour vous tous. Mebrahtu va bien. On lui a parlé avec Lucine il y a 2 jours. Il a toujours son sourire Colgate éclatant et sa belle énergie positive. Ça fait maintenant 6 mois qu'il habite en Angleterre. Il a vécu à Londres et puis ensuite il a été transféré à Douvres. Et puis quand on lui a parlé avec Lucine, il était très très enthousiaste et heureux parce que les services sociaux là-bas venaient de lui attribuer un appartement à l'est de Londres. Et il nous a dit, quand on a parlé avec Lucine, qu'il allait habiter là-bas à la fin du mois. Et puis en parlant avec Laurent, j'apprends qu'il y est depuis hier. Donc voilà, et ça va lui permettre un petit peu de s'installer de manière un peu plus permanente. Mebrahtu apprend l'anglais. Tous les matins, il a une app. Il m'a dit qu'il répétait ses mots comme ça. Et puis, il a beaucoup de projets. Il a des projets de travail. Il a déjà pas mal travaillé depuis qu'il est là-bas. Il a des projets de formation. Il nous a dit qu'il voulait reprendre des études d'informatique l'année prochaine. Et ce qu'on a senti, et ce qu'on sent, et peut-être ce que vous sentez vous aussi quand vous discutez avec lui, c'est qu'il arrive à se projeter maintenant de manière plus sereine que ce qu'il a réussi à faire les derniers temps où il était en Suisse. Et puis moi, j'aimerais profiter d'avoir le micro, encore juste 1 minute, pour livrer un témoignage un petit peu plus personnel, parce que j'ai vu Mebrahtu peu de temps après qu'il soit arrivé en Angleterre. Moi, j'étais à Londres et puis on a pu se voir. Et comme Béatrice, qui l'a si bien recueilli, qui l'a filmé quand il était à Londres, j'ai pu recueillir son témoignage concernant cette traversée. Et puis, c'était un témoignage très frais encore. Et c'est un témoignage qui m'a profondément bouleversée, qui est resté là, en fait. Et je voulais partager ça avec vous ce soir parce que je pense que c'est pas rien. Et puis je pense qu'on ne peut pas passer outre cette traversée. Mais Mebrahtu m'a dit qu'il n'avait jamais connu l'enfer comme celui qu'il a connu à Calais. Et pourtant, des enfers, il en a connu pendant ses parcours migratoires. Mais Mebrahtu m'a dit qu'il ne s'était jamais senti aussi déshumanisé que ces 7 jours qu'il a passés dans la jungle. Et puis, le récit de la traversée, je n'ai pas besoin de le refaire parce que je pense que c'était assez parlant, ce qu'on a vu pendant le film. Donc moi, j'ai un message à adresser à nos autorités, à mes autorités. J'espère sincèrement qu'elles feront tout ce qui est en leur pouvoir, avec le droit, mais avec les tripes aussi, pour s'assurer que les jeunes qui sont ici, en Suisse, actuellement, qu'aucun de ces jeunes n'ait à traverser ce que Mebrahtu a eu à traverser. Et je pense qu'il y a réellement une question autour de la responsabilité qu'on doit
qu'on doit adresser ce soir. Mais je vais m'arrêter là. Je vais passer la parole à nos panélistes et puis je vous souhaite une très très belle soirée. Merci. Alors, je vais inviter les 6 personnes à venir me rejoindre sur scène. Comme l'a dit vous pouvez monter, j'imagine comme ça on avance. Comme l'a dit Béatrice Guelpa, ces jeunes, ils sont ici, ils sont aujourd'hui ici. Mebrahtou est parti en laissant un message en disant qu'il fallait que ça change ici. Ils viennent d'Afghanistan, d'Irak, d'Iran, d'Érythrée, d'Éthiopie, de Somalie, de Turquie, de Syrie. Ils sont arrivés parfois avec leurs parents pour demander une protection à la Suisse, mais souvent ils sont arrivés seuls, encore adolescents, comme Mebrahtou. Et il y a à peu près 4, 5, 6, 7 ans. Ils ont été déboutés de leur demande d'asile. Cela veut dire que la Suisse ne les a pas crus, n'a pas cru à leur demande de protection. Malgré le fait qu'ils viennent de pays en guerre, de pays en proie à la dictature, malgré le fait que d'autres, et ça a très bien été dit dans le film, que d'autres qui avaient la même histoire pratiquement, une histoire similaire, ont su rendre leur passé plus crédible aux yeux des autorités. À leur arrivée dans la procédure d'asile, après de longs mois, voire des années de trajet pour arriver jusqu'en Suisse, ils doivent en effet trouver les mots justes, être cohérents pour que le récit de leur parcours soit considéré comme vraisemblable. Certains et certaines y parviennent et d'autres pas. La procédure d'asile est ainsi faite qu'en effet, lorsque les demandes sont rejetées, elles sont majoritairement rejetées pour invraisemblance. Une décision qui est prise souvent par un fonctionnaire seul. Un dispositif donc qui intègre une grande part, une certaine composante d'arbitraire. Alors c'est vrai que les décisions peuvent être contestées devant un tribunal, le tribunal administratif fédéral. Mais la justice elle-même peut être injuste et en proie à des considérations politiques. Ainsi, lorsque le tribunal administratif fédéral a décidé en 2017 de changer sa pratique en ne considérant plus l'armée, le service militaire indéfini comme étant du travail forcé ou voire de l'esclavage, contrairement à ce que disait l'ONU, ce changement de pratique s'est fait après des années, quelques 10 années d'attaques politiques incessantes contre visant spécifiquement la communauté érythréenne. Parce que les politiques, les élus, les partis, estimaient que le nombre de demandes d'asile d'Érythréens était trop élevé. Il y a eu ce changement de pratique et depuis, de nombreuses personnes en Suisse, comme Mebrahtou, ont reçu une décision négative. Alors qu'implique le fait de recevoir cette décision négative, c'est justement le thème de ce soir, c'est le fait d'être débouté. D'être débouté, cela signifie le passage à l'aide d'urgence. Un dispositif qui a aussi été introduit il y a quelques 20 ans et qui se comprend comme une incitation au départ rapide de ces personnes vers du territoire suisse. L'idée explicite est de dégrader considérablement les conditions d'existence de ces personnes pour les inciter à quitter d'elles-mêmes le territoire. Concrètement, la décision de rejet est assortie d'un ordre de quitter le territoire, mais aussi d'une suppression de l'aide sociale et d'une interdiction de travail. Les personnes qui sont frappées par cette décision peuvent demander une aide d'urgence qui est prévue par la Constitution pour les personnes qui se trouvent dans une situation de détresse. Alors certains vont partir, mais d'autres vont rester, et ils vont rester durablement. En 2019, selon les statistiques que nous avons, quelques 6500 personnes déboutées en Suisse avaient recouru à l'aide d'urgence. Parmi elles, 1061
enfants. 71% de ces personnes étaient considérées comme des bénéficiaires de longue durée, de plus d'une année déjà. 25% depuis plus de 4 ans et 10% depuis plus de 6 ans. À Genève, sur les quelques 312 personnes déboutées, 53 ont moins de 25 ans et sont arrivées pour la plupart avant leur majorité. Et c'est autour de l'avenir de cette cinquantaine de jeunes qui sont ici et de ceux qui se retrouveront dans leur situation que porte le débat d'aujourd'hui, autour de leur insertion socio-professionnelle, mais aussi, et on est au FIFDH, à leur droit à une vie digne. Et pour parler de ces enjeux, je vais présenter mes différents pénalistes. Il me semblait important de présenter un peu le contexte, si ça n'avait pas été assez décrit dans le film. Nous avons Lucine Miseré, qui est présidente de la coordination Asile Genève, mais aussi assistante sociale au secteur réfugié du CSP Genève. Elle a donc une double casquette d'accompagnement individuel, mais aussi collectif, qui permet de porter certaines problématiques au niveau du débat public et politique. Nous avons également Abel Abraham, qui est un jeune débouté érythréen et qui a, avec courage, accepté de venir parler de sa situation et de la situation peut-être d'autres personnes ici. Nous avons également Sophie Durieux-Paillard, qui est médecin, responsable du programme Santé Migrants, une unité des hôpitaux universitaires de Genève chargée de la santé des demandeurs d'asile et des personnes réfugiées. Nous avons également Laurent Paonessa. Vous n'êtes pas assis dans le même ordre que dans ma feuille, donc que vous connaissez puisque vous l'avez vu dans le film, qui est donc l'ancien patron de Mebratou. Nous avons également, et je le remercie chaleureusement d'être venu ce soir, Bernard Goutte, directeur général de l'Office cantonal de la population et des migrations. Il n'a pas un rôle très facile aujourd'hui, il va certainement répondre à vos questions. Il occupe ce poste depuis 12 ans, après avoir été délégué au CICR, puis secrétaire général du département de la police, de justice et police. Merci. Au niveau du canton de Genève. Et enfin, nous avons monsieur Joël Petou, qui est directeur de l'accueil de l'enseignement du secondaire 2, qui a fait sa carrière au département de l'instruction publique dans l'accueil des personnes non francophones et migrantes. Voilà. Alors, pour commencer, quelle insertion socio-professionnelle ? Prendre mes notes. Je vais passer la parole à Lucine Miseré-Boulot, la coordination Asile Genève, en effet, qui coordonne en partie ce débat aujourd'hui, se mobilise depuis 2019 autour de ces jeunes. Elle a publié un rapport, elle a édité des vidéos, a mené diverses démarches politiques. J'aurais souhaité savoir, peut-être vous pouvez nous parler des raisons qui vous ont poussé à vous mobiliser, à nous parler de ces jeunes et de leur situation. Volontiers. En 2019, le Grand Conseil genevois a accepté 2 motions et une pétition. Dans le fond, ces 2 motions et cette pétition demandaient de faciliter l'insertion professionnelle et l'accès à un statut pour les personnes déboutées jusqu'à 25 ans dont le renvoi n'était pas réalisable. Dans les milieux des associations qui défendent le droit d'asile et qui sont auprès des réfugiés, ça a été un grand espoir. On s'est dit qu'on allait enfin avoir des solutions pour les jeunes déboutés. Et puis que par la suite, on pourrait peut-être aussi avoir des solutions sur le long terme pour les personnes déboutées de longue durée, donc parfois depuis plusieurs années. Cet espoir s'est assez vite estompé
On a pris langue avec la délégation migration du Conseil d'État en décembre 2019 pour leur demander comment ils comptaient mettre en œuvre les contenus de ces motions et qu'est-ce qu'ils avaient prévu pour aller dans le sens de la demande du Grand Conseil. Ces discussions se poursuivent encore aujourd'hui et on doit bien avouer qu'on n'a pas eu de résultats très concrets à ce jour. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis un deuxième élément, au printemps 2020, donc en plein début de pandémie du Covid, on a appris que le Grand Conseil avait refusé le rapport qui avait été présenté par le Conseil d'État sur l'objet des motions. Et à ce moment-là, on a appris qu'il l'avait refusé parce qu'en fait, le Conseil d'État ne répondait pas aux questions posées. Et au niveau de la coordination asile, on s'est dit, mais ça vaut vraiment la peine qu'on aille à la rencontre des jeunes déboutés, savoir qui ils sont, quel est leur parcours, quels sont leurs projets, qu'on essaye de les visibiliser, de les identifier. Et on les a invités, ils ont répondu à l'invitation et on les a vus régulièrement depuis plus de 2 ans maintenant pour échanger avec eux, pour les écouter, pour recenser leur parcours qui nous a amenés pour faire des vidéos témoignages qui sont visibles sur les différents sites des associations pour au final se rendre compte que en fait ils sont une 50aine à Genève de jeunes déboutés entre 15 et 25 ans. La majorité est venue seule en Suisse, une partie est avec leur famille. Ils ont des rêves, ils ont des projets, ils ont juste envie d'avoir une vie comme tout le monde. Et très choqués par tout ça, on s'est dit, mais c'est à la fois c'est inacceptable d'avoir une 50aine de jeunes qui sont comme ça laissés en rade, sans perspective, et en même temps, c'est pas beaucoup pour Genève. C'est pour ça qu'on a fait ce rapport. C'est pour ça qu'on a fait ces vidéos témoignages. C'est pour ça qu'on a fait différentes actions médiatiques et politiques pour essayer de trouver des solutions. Parce que des solutions, de notre point de vue, il y en a qui sont possibles. Voilà un petit peu le parcours de l'action qu'on a faite avec eux. Et puis, je les salue vraiment parce que nous, on est fatigués après 2 ans de ne pas être arrivés à des résultats concrets, mais eux le sont encore plus parce qu'il s'agit de leur vie et de leur avenir. Certains sont là ce soir, d'autres pas, mais ils sont tous salués et à saluer. Après, avant peut-être pour pas faire trop long non plus, mais j'aimerais revenir sur ce papier blanc. Des fois, entre eux, ils se disent nous, on est les papiers blancs. Les papiers blancs, vous l'avez vu dans le film, c'est cette feuille très impersonnelle où on va recevoir des tampons et c'est le seul document d'identité qu'ils ont à présenter. C'est pas qu'en papier. Ça veut dire, ça concrétise le fait que ils ont demandé une protection à la Suisse, ils ne l'ont pas obtenue et ils n'obtiendront pas, à part peut-être quelques exceptions pour lesquelles des démarches sont possibles. Ça veut dire qu'il n'y a plus le droit de travailler. Il n'y a plus le droit de faire une formation en dual, par exemple, donc en apprentissage, de faire des stages. Ça veut dire qu'il faut vivre avec l'aide d'urgence. Et l'aide d'urgence, ça veut dire quoi? C'est un toit, une couverture santé minimale, 10 francs par jour pour couvrir l'ensemble des besoins, la peur d'un renvoi dans son pays, la peur de la police, et puis bien d'autres choses. Ça veut dire quoi en termes d'avenir? Ça veut dire que les perspectives d'obtenir un permis B humanitaire, qui est une opportunité dans la loi, sont à ce jour quasiment nulles. Et nous y reviendrons sûrement plus tard. Tenter sa chance ailleurs en Europe, on le voit bien avec l'histoire de Memretou, c'est une sacrée galère. C'est pas gagné. Certains ont la chance d'y arriver, d'autres pas. Une partie d'entre eux sont renvoyés en Suisse. Et ça veut dire quoi? Être renvoyé en Suisse, c'est qu'on repart tout à zéro, y compris en Suisse, tout en étant déjà débouté. On ne peut pas reposer une demande d'asile. Donc, c'est une situation qui est bloquée, qui est sans issue. Et ça, c'est pas possible. C'est pas viable, c'est pas acceptable, quoi.
Pourtant, ces jeunes sont extrêmement courageux. Et je vais vous donner encore, pour conclure, quelques familles de situations qu'on rencontre, mais elle n'est pas exhaustive. Mais certains auraient souhaité faire un CFC après avoir fait une formation en dual, en école et avoir obtenu une AFP, ont trouvé un patron, mais n'obtiennent pas l'autorisation de faire un CFC. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que le CFC, c'est l'interdiction de travail, en fait. Oui, enfin, une formation duale, exactement. Pour faire une formation duale, il faut avoir une autorisation de travail parce qu'on a un contrat de travail. Et là, ils ne peuvent pas l'avoir. C'est aussi la difficulté de suivre, même dans un parcours scolaire classique, de faire les stages qui peuvent être obligatoires dans le cadre de cette formation. Et ça, je laisserai Abel en parler. Il en parlera beaucoup mieux que moi. C'est d'arriver au bout d'une formation, par exemple au bout d'un CFC en école, et de ne pas avoir d'autorisation de travail pour exercer le métier qu'on a appris. C'est pour ceux qui sont arrivés jeunes majeurs ou qui ont eu des accidents de parcours, l'impossibilité d'apprendre le français, l'impossibilité d'avoir des activités d'intégration et une garantie de jamais répondre aux critères d'intégration exceptionnelle que nécessite par exemple l'obtention d'un hypothétique permis B humanitaire. Et puis c'est aussi la peur du renvoi. La peur d'un renvoi vers son pays qui fait que certains jeunes sont partis et se retrouvent encore plus à zéro après. Donc, c'est quelques situations qu'on rencontre, que les jeunes qui sont dans la salle aujourd'hui vivent et qui, pour nous, ne sont pas acceptables et pour lesquelles on essaye d'agir pour que des solutions soient trouvées, mais on reviendra sur les pistes après. D'accord, voilà, merci beaucoup. Vous trouverez en sortant de la salle le rapport qui a été publié par la coordination Asile. Je me tourne maintenant vers Joël Petou. Donc vous êtes au département de l'instruction publique. Peut-être quelqu'un peut lui... L'école est obligatoire jusqu'à 18 ans. La formation est obligatoire. La formation est obligatoire jusqu'à 18 ans, quel que soit le statut. Oui. Comment se passe le cursus scolaire pour les jeunes de l'asile, les nouveaux arrivants ? Est-ce que tout se passe par une formation à Access, où vous êtes directeur ? Quels sont les cursus et que se passe-t-il lorsqu'ils sont déboutés ? Alors, effectivement, s'ils ont entre 15 et 19 ans, ils viennent dans notre école, donc le service de l'accueil de l'enseignement secondaire 2, et puis ils y restent pendant 2 ou 3 ans avant de retrouver une formation dans l'enseignement secondaire 2, c'est-à-dire soit une formation de type académique au Collège de Genève ou à l'École de culture générale, soit une formation professionnelle vers un AFP, un CFC, ou voire un pré-apprentissage. Donc, les élèves migrants non francophones de cet âge-là viennent dans cette école et tous les types d'élèves, les typologies d'élèves sont mélangées. On n'a pas effectivement des classes spécialisées pour les élèves qui viennent par le biais de l'asile ou pour d'autres qui viendraient vivre avec leurs parents à Genève. Il n'y a pas du tout de séparation, donc tout le monde est logé à la même enseigne. Et puis, plus particulièrement, alors effectivement maintenant dans l'essai de leur trouver des solutions, c'est vrai qu'on est stoppé dans l'insertion qu'on essaie de faire avec les jeunes par le permis, par la situation légale à Genève. Alors là, on essaye de trouver des parades, je dirais pour l'instant, c'est-à-dire des formations en école, parce que tant qu'on est en école, on peut se former. Et puis, comme disait Lucine Miseré, le problème, c'est la formation duale, quand on doit aller travailler chez un patron, soit en AFP, soit en CFC. Alors, il y a quelques formations professionnelles qui se donnent en école. Elles ne sont pas nombreuses. Et puis, effectivement, on arrive parfois à une voie sans issue. Et c'est très frustrant. Parce qu'on voit dans le cas de Mebratou, mais dans d'autres cas, effectivement,
On a connu ces élèves qui viennent d'arriver, qui apprennent le français, qui essaient de se débrouiller, qui se mettent à niveau dans d'autres branches et puis qui finalement arrivent à s'en sortir. Et puis quand enfin ils peuvent nous quitter et aller vers une formation, c'est là qu'ils sont stoppés. Alors, Et vous essayez de les récupérer ou qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, on essaye justement déjà avant, je dirais, puisqu'on est au courant de leur situation, on sait quels sont les permis qu'ils possèdent ou qu'ils ne possèdent pas. Donc, on essaie de travailler avec eux en amont. Effectivement, comme je vous le disais, pour certains, si c'est possible, de travailler à une formation en école pour qu'ils puissent aller le plus loin possible et puis peut-être obtenir une certification dans le secondaire 2 en école. Donc ça, c'est la solution. Après, on a toute une équipe médico-psychosociale qui offre un accompagnement aussi. Parce qu'effectivement, lorsque l'élève reçoit des mauvaises nouvelles du pays ou des mauvaises nouvelles concernant son statut, il faut parfois le ramasser à la petite cuillère. Il faut continuer à travailler avec lui, il faut continuer de l'épauler. Et là, il y a les profs et toute l'équipe médico-psychosociale fait ce travail-là, en fait, et avec les partenaires extérieurs. Donc les partenaires extérieurs, j'imagine que c'est vous, Madame Durieux, la liaison est toute faite là, c'est ça. Voilà, qui devait en fait, qui accompagnait ces jeunes et qui, vous pouvez observer vous-même l'impact en fait de ces situations, des décisions négatives par exemple, ou de l'aide d'urgence sur la santé des jeunes et des enfants, qui soient accompagnés ou non. Alors nous, au programme Santé Migrants, nous prenons en charge essentiellement les adultes, les personnes de plus de 18 ans. Donc nous voyons arriver les jeunes, les ex-mineurs non accompagnés ou les jeunes qui ont été suivis précédemment par une autre unité DHUG qui s'appelle l'unité Santé Jeunes. Moi, j'aimerais me reprendre ma casquette de médecin et ce parcours, si on vient au film de Mes bras tout, je pense que on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire. Peut-être qu'on se rend compte, mais quand il dit, c'était très touchant ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il dit que c'est pire que ce qu'il a jamais vécu, c'est de traverser ces 7 jours à Calais, mais il a passé 7 mois dans un camp en Libye. Et puis, vous savez tous ce que c'est. Il y en a qui savent bien mieux que moi ce que c'est dans la salle. Moi, je l'ai entendu de la part de certains patients, mais il y en a qui l'ont vécu. Et ça, je pense que c'est extrêmement difficile. Et ce qui est particulièrement compliqué, je pense, dans cette situation-là, c'est qu'on a vécu quelque chose d'extrêmement difficile. On sait que c'est traumatisme majeur parce qu'il faut quitter son pays, il faut traverser la Libye. Il a failli se noyer en Sicile quand il disait le 12, je suis arrivé en Sicile. C'est le 12, c'est un bon chiffre pour moi. On ne se rend pas compte de ce que ce sont des traumatismes multiples. Et tous ces traumatismes multiples, ça induit très souvent ce qu'on appelle un stress post-traumatique. Alors, le stress post-traumatique, il n'y a pas un médicament miracle pour le soigner. Tout le monde, il n'y a pas un psychiatre pour tout le monde, mais ce qui aide beaucoup les gens qui présentent un stress post-traumatique, c'est l'entourage. Et nous, on appelle ça l'entourage psychosocial. Alors, l'entourage psychosocial sont les assistantes sociales, ce sont les enseignants, ce sont des personnes bénévoles qu'on rencontre, un entourage bienveillant. Ça peut être le patron ou ça peut être, je sais pas, le parent d'un copain de l'école. Et ça aide les gens à se remettre debout. Alors, il y en a qui se remettent debout plus ou moins rapidement, mais ça, c'est extrêmement important. Et ce qui est terrible dans ce cas-là, c'est que finalement, quand on reçoit cette réponse négative, le futur qu'on commençait à apercevoir, et je pense que ce qui nourrit pas seulement les requérants d'asile, mais tout être humain, c'est le futur d'une part. Et ce qui nourrit tout être humain, c'est de pouvoir faire des plans, des projets. J'entends, vous savez probablement tous ce que vous allez faire dans 3 mois ou dans 6 mois pendant vos vacances, plus ou moins. Il y a un examen, il y a ça. Quand on est débouté, le futur, on ne sait pas ce qui va se passer. J'entends. Et du coup, c'est extrêmement difficile parce que il n'y a plus d'espoir. Et alors que l'espoir, c'est ce qui nourrit aussi la résilience. Et vous savez tous que la résilience, c'est cette capacité qu'on a à tomber et à se relever. Et je pense que tous ceux qui arrivent déjà ici, en Suisse ou en Europe, c'est des gens d'une résilience absolument incroyable. Parce que je peux vous dire que ce que moi j'entends tous les jours, ou ce que mes médecins, qui en voient beaucoup plus que moi, entendent tous les jours de leurs patients,
c'est des histoires où on se dit, mais bon sang, comment se fait-il qu'il ne soit pas encore mort? Moi, je crois que je serais déjà morte 10 fois après avoir entendu ce que disent les gens. Et ce qui est extrêmement difficile dans cette notion, dans ce contexte-là, c'est vraiment le côté où on commence à décoller pour certains d'entre eux. Tous ne décollent pas. Il y en a qui ne continuent pas leur formation, mais ceux dont on parle aujourd'hui, c'est ceux qui font une formation, qui reprennent, qui remontent, puis tout à coup, c'est pas seulement, paf, je suis en plateau, c'est blom, je redescends comme ça. Et ça vous casse complètement quelqu'un. Voilà. Et lorsque cette situation se passe, ça casse quelqu'un. Et qu'est-ce que se passe-t-il lorsque cette situation s'éternise, en fait? Et que représente finalement l'école pour ces personnes? L'accompagnement, le fait, est-ce que c'est une bouée de sauvetage? Est-ce que ça permet aussi le fait d'être en activité malgré l'aide d'urgence, malgré la décision? Alors, on voit, si on refait toujours le lien avec le film, et encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes compétentes que moi dans la salle qui peuvent le dire, et il y a ceux qui le vivent. Je pense que le fait d'avoir l'école ou quelque chose auquel s'accrocher, alors en l'occurrence, là, c'était l'école, il peut y avoir parfois un travail, mais on doit quitter son travail. Et effectivement, ça, c'est un petit moteur d'espoir. Et il faut des petits moteurs d'espoir. Donc, je pense que ça peut tout à fait aider, mais l'école, c'est pas indéfini. C'est-à-dire que si on veut faire un CFC ou un AFP, etc., et que finalement on ne peut pas le faire, on va se retrouver très vite sur une voie de garage, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'école, pas de formation possible, pas le droit de travailler, et de nouveau, on est dans cette logique de no future, pas d'espoir, et c'est là où de nouveau ces symptômes de stress post-traumatique peuvent réapparaître. Et c'est assez dramatique, parce que là, pour le coup, on n'a plus grand-chose à proposer aux gens, nous, comme médecins. L'entourage psychosocial, alors ok, il peut y avoir des gens bienveillants, et ce qui est très frappant dans le cadre de Mebratou, c'est qu'après tout ce qu'il a vécu, il a réussi, il avait une espèce de où il a toujours d'ailleurs une compétence comme ça relationnelle, une capacité, on a parlé de son sourire Colgate, mais c'est vrai que du coup il génère une empathie de la part des autres. C'est pas le cas de tout le monde, hein, et c'est plus facile d'être sympa avec des gens qui ont un sourire Colgate qu'avec des gens qui font la gueule et qui font des bêtises, qui volent dans les magasins ou que sais-je, ou simplement qui sont au fond de la classe et puis qui n'arrivent pas à apprendre le français. Et tant qu'il n'y a pas ce moteur pour redémarrer, c'est extrêmement compliqué. Alors l'école, certes, ça peut maintenir un moment, mais n'importe qui d'entre nous, on va à l'école où on apprend un métier pour le pratiquer ensuite, et en Suisse d'ailleurs. Mais du coup, s'il n'y a pas cette opportunité-là, à quoi ça sert? Et il le dit à un moment, il dit, mais il vous disait, mais finalement, vous lui dites, tes notes quand même, pour faire un effort, puis il dit, ouais, mais pourquoi je travaillerais, quoi? Ça sert à rien, je pourrais pas. Pourquoi je travaillerais à l'école? Ça sert à rien, je peux pas avoir de boulot en Suisse, donc complètement démotivé. Et il s'accroche quand même, ce qui est assez incroyable. Il fait encore du sport, ce qui est aussi assez incroyable. Et je pense que ce qu'il nourrit à ce moment-là, c'est tout son entourage, c'est vous, c'est là le jeu, c'est les profs à l'école, l'enseignante, c'est ses amis, c'est ceux qui témoignent dans le terrain de sport, qui disent « Ah lui, il est incroyable, moi je ne comprends pas pourquoi il n'a pas de permis, moi je suis là depuis 8 ans, j'ai un permis C, etc. » Je pense que Et quels sont les risques ? Les risques, encore une fois, là on voit un exemple. Quand il n'y a pas de futur, justement. Oui, c'est pas de futur, les risques. Alors, je reprends de nouveau ma casquette de médecin, mais le risque, quand on a comme ça un état de stress post-traumatique, auquel peut sous-rajouter une dépression, c'est des gens on peut aller jusqu'à des dépressions sévérissimes, faire des tentatives de suicide, il peut y avoir des gens qui se suicident. Et puis, surtout, il y a aussi un autre problème qui est très fréquent quand on a un état de stress post-traumatique, c'est l'usage de substances. En fait, les gens sont tellement anxieux tous les jours qu'ils essayent par tous les moyens de diminuer leur anxiété. Alors évidemment, on peut aller voir un médecin, prendre des médicaments, mais on n'a pas forcément envie d'aller voir un médecin qui, finalement, à part des médicaments, ne pourra pas vous trouver de travail, ni nourrir beaucoup votre espoir, sinon à dire peut-être les choses vont s'améliorer. Et du coup, il peut y avoir des usages de substances, de la consommation d'alcool, de la consommation de cannabis. Ça, c'est un risque qui est assez important, et on sait les dégâts
enfin, on sait de manière générale les dégâts de l'alcool et des substances sur la population en général, mais en particulier sur des jeunes. Hein. Ça peut induire d'autres complications psychologiques, mais ça, c'est quelque chose qui est très bien reconnu. Hein. Il y a beaucoup d'études qui portent là-dessus, sur le stress post-traumatique et une comorbidité. Depuis le Covid, tout le monde sait ce qu'est une comorbidité, qui est l'abus de substances. Merci. Monsieur Bernard Goutte, face à ce récit, aux enjeux présentés par Madame Durieux, on aimerait vous demander ce que fait l'Office cantonal de la population et des migrations pour permettre de réduire ces risques et ces atteintes à la santé. Est-ce qu'il y a parce qu'on voit que le fait d'avoir un avenir qui se bouche, notamment la non-possibilité d'entrer en apprentissage ou de faire des stages ou des formations, est-ce qu'il y a des tolérances qui sont mises en place? Est-ce que dans le cadre des stages, des apprentissages, est-ce que vous essayez d'octroyer quand même une autorisation de travail, d'apprentissage? Et qu'est-ce qui préside à ces autorisations ou à ces tolérances que vous mettriez en place? Merci beaucoup tout d'abord de m'avoir invité. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez singulier pour moi de devoir expliquer un petit peu le travail d'un service de migration cantonal dans le cadre de votre festival. Moi, j'aimerais peut-être d'abord dire que, bien évidemment, ayant vu le film, j'ai, et mes collaborateurs avec moi, beaucoup de respect pour ces trajectoires, beaucoup de respect pour les gens qui essayent de venir en Suisse et qui, malheureusement, sont déboutés d'une procédure d'asile. Mais après avoir dit ça, j'aimerais quand même réexpliquer peut-être, et je prie les gens qui connaissent déjà la procédure et les compétences de bien vouloir m'excuser de ces précisions, mais rappeler un petit peu qui fait quoi dans le domaine de l'asile en Suisse. La première chose, et c'est quand même assez essentiel de le savoir, c'est que la procédure d'asile, c'est du droit fédéral, que la procédure d'asile est menée exclusivement par la Confédération. J'ouvre une petite parenthèse, vous parliez tout à l'heure de manière, me semble-t-il, un peu caricaturale du fonctionnaire qui prend seul sa décision. C'est pas aussi simple que ça. Hein. Le secrétariat d'État aux migrations, qui est compétent pour l'examen de ces demandes, a une organisation qui fait qu'il y a effectivement quelqu'un qui procède d'abord une audition pour, comme vous l'avez rappelé, voir si la personne qui demande la protection de la Suisse rend son histoire et son parcours de vie vraisemblable. Et puis ensuite, il y a une validation qui se fait à un échelon supérieur avant que la décision soit prise. Je continue avec cette parenthèse. Vous l'avez aussi rappelé, et je vous remercie de l'avoir fait. Toute décision est en Suisse sujette à recours. Et il y a un tribunal à un moment donné qui va avoir peut-être une autre approche et qui va se prononcer sur le dossier et la demande que la personne a déposée. Il y a même encore un autre niveau, après avoir passé le tribunal administratif fédéral, suivant les motifs qui sont invoqués, vous pouvez encore aller au tribunal fédéral. Donc il y a déjà en tout cas quelque chose qui est un des outils principaux de la démocratie en Suisse, c'est la séparation des pouvoirs. Ça, c'est la première chose. Ensuite, en termes de compétences, dans le domaine de l'asile, les cantons sont responsables de deux choses. La première, c'est l'assistance et l'hébergement qui est donné à la personne au requérant d'asile, puisqu'à ce moment-là, la personne est considérée comme un demandeur et n'a pas encore obtenu l'asile ou un statut de protection. Ceci étant pris en charge en grande partie, indépendamment de l'aide d'urgence dont vous avez parlé tout à l'heure, par la Confédération. Ensuite, quand on arrive à l'aide d'urgence, qui est effectivement moins importante, qui est plus problématique, ça c'est pris en compte par le canton. Et la deuxième chose, le service cantonal de migration, donc mon service, est responsable de contrôler la bonne exécution de la décision négative, si elle est négative. Et malheureusement, une décision négative est très souvent accompagnée d'une décision de renvoi dans le pays d'origine ou dans le pays de provenance de la personne concernée. La loi sur l'asile précise également qu'une personne qui est déboutée définitivement, ça veut dire qu'elle a fait trancher son cas par un tribunal, voire un second, et puis que, ma foi, la décision négative est confirmée. Une fois que vous êtes débouté définitivement de votre demande, vous perdez votre autorisation de travail, puisque pendant la procédure, vous en avez une.
cette autorisation prend fin au moment de l'échéance du délai de départ qui vous est fixé. Et c'est à partir de là, bien évidemment, que les problèmes se présentent pour la personne qui, un, ne veut pas rentrer, ce qui est souvent le cas, deux, qui peut-être ne peut pas rentrer. Et là, on arrive dans toute la problématique de la discussion de ce soir, c'est le décalage pour certains pays, et on parle très concrètement de l'Érythrée actuellement, entre le prononcé d'une décision de renvoi et la possibilité d'exécuter son renvoi ou la possibilité que la personne concernée rentre dans son pays. Si la personne rentre volontairement, ce qui arrive, c'est quand même ce qu'on encourage dans un premier temps, notamment via la Croix-Rouge genevoise. Si la personne ne veut pas rentrer, à ce moment-là, on a des moyens de contrainte pour forcer les gens à rentrer. C'est quand même, je dirais, des procédures qui sont pas utilisées fréquemment. Mais la difficulté, c'est que dans l'Érythrée, pour l'Érythrée, vous avez des gens qui, d'un point de vue de la Confédération, s'ils sont déboutés, peuvent rentrer chez eux, mais on n'a pas la possibilité d'utiliser la contrainte, ce qui est probablement une bonne chose. Et il n'y a pas de décision d'admission provisoire pour ces gens. S'ils avaient une admission provisoire, et je rappelle aussi à celles et ceux qui ne connaîtraient pas cette institution, si vous avez une admission provisoire, ça veut dire que l'asile ne vous a pas été accordé, mais on estime que vous ne pouvez quand même pas rentrer chez vous pour diverses raisons. Et à ce moment-là, on vous donne un statut provisoire qui, normalement, au bout de 5 ans, est transformé en permis B. Les Érythréens n'ont pas l'admission provisoire, donc ils ne peuvent pas travailler. Et on arrive dans les situations que vous avez décrites. Maintenant, si je rappellerai juste que les ressortissants syriens ont aussi, pour la moitié, oui, tous les pays en guerre, en fait, les personnes qui viennent de pays en guerre ont majoritairement une admission provisoire, qui est considérée quand même en partie maintenant par le secrétariat d'État aux migrations comme une protection et qui correspond plus ou moins à la protection subsidiaire européenne. C'est exactement ça. Quand on parle de protection au sens large, on doit considérer les personnes qui ont reçu le statut de réfugié, donc à qui on a accordé l'asile, et puis toutes les personnes qu'on ne peut pas, dont le renvoi n'est pas exigible, et qui reçoivent effectivement ce statut d'admission provisoire, qui a comme caractéristique de s'appeler provisoire, mais qui dans la réalité dure et est en principe transformé au bout de 5 ans, comme je l'ai dit, en un permis B. Alors en principe, mais lorsqu'une personne qui vient d'un pays vers lequel on sait, et c'est le cas de l'Érythrée, on sait pertinemment qu'il n'y aura pas de renvoi ni de départ, est-ce que à ce moment-là, lorsque ça fait 4, 5, 6 ans, 7 ans, est-ce qu'il ne vaudrait-il pas mieux, à un moment donné, dire on les laisse continuer à se former? Est-ce qu'il y a cette question de la tolérance et de se dire, est-ce que, je reviendrai peut-être, Madame Durieux, vers vous, mais est-ce que le fait d'être dans cette situation très instable de l'aide d'urgence ne va pas les détruire, ne va pas les rendre incapables même d'avoir des ressources pour pouvoir continuer à travailler ou se former, contribuer à notre société, en fait. Et est-ce que ça ne va pas pousser à une dégradation telle de leur situation que ces personnes ni ne pourront rentrer, parce qu'il faut aussi avoir des ressources pour prendre la décision de repartir, ni ne pourront rester et contribuer et ne pas coûter à la société. Parce que c'est ça aussi. Bien évidemment, le risque existe. Et c'est vrai qu'il y a actuellement un traitement qui est différencié suivant les nationalités. Et c'est des décisions qui sont prises au niveau fédéral de considérer que dans un pays, on peut renvoyer les gens et que dans d'autres, on ne peut pas, comme actuellement, vous l'avez relevé, la Syrie et l'Afghanistan. Ce qu'on essaye de faire au niveau cantonal, mais on est en marge du droit fédéral, et le droit fédéral, je l'ai dit tout à l'heure, ne permet malheureusement pas la poursuite d'une activité lucrative pour quelqu'un qui l'a commencé. Et le travail sera long au niveau fédéral, parce que vous avez certainement vu que pas plus tard que lundi dernier, donc le 7 mars, le Conseil des États avait refusé de voter une proposition faite par le Conseil national qui permettrait, et je pense que ce serait une solution, à des requérants d'asile déboutés, indépendamment de leur âge, de poursuivre une formation professionnelle. Donc on est vraiment loin de ce que certains tendent à obtenir. Par rapport à Genève, on a quand même quelques particularités en termes de tolérance qui font que quelqu'un a évoqué, je crois que c'est Madame Miseray, cette délégation du Conseil d'État à la migration qui a
accorder une tolérance pour autant que l'activité ait commencé avant l'échéance du délai de départ, de pouvoir poursuivre une activité lucrative, et puis celle, bien évidemment, de pouvoir poursuivre une formation, une formation académique, celle-ci n'étant pas contraire, je dirais, au droit fédéral. C'est plus facile parce qu'il n'y a pas une activité lucrative. Dès lors qu'on parle d'activité lucrative, malheureusement, on est soumis au droit fédéral et on est soumis au contrôle aussi des autorités en charge du marché de l'emploi ici à Genève. Mais pour reprendre le cas de Mebratou, et son employeur ne me contredira pas, alors c'est vrai que la situation, on peut parler à quelque part de gâchis, hein, quand on voit... En tout cas, la partie entre le moment où il reçoit sa décision négative et celle où il arrive en Angleterre, où on peut espérer que ça se passe mieux, Monsieur Mebratou a été autorisé à entrer en pré-apprentissage, et c'est une décision que nous avons prise nous-mêmes, et c'est contraire au droit fédéral. Et lorsque nous avons reçu la demande d'entrer en apprentissage, nous l'avons aussi validée. Juste pour dire qu'on a cette tolérance, elle ne sera probablement pas suffisante aux yeux de ceux qui aimeraient en obtenir plus, mais on en est là actuellement au niveau cantonal. Merci. Monsieur, je vais justement vous poser la question, Monsieur Paonessa, qu'est-ce qui vous a motivé en fait à engager Mebratou ? Est-ce que vous aviez déjà eu une expérience avec une personne issue de l'asile ? Est-ce que, en tant que patron, quelle est la plus-value d'engager des personnes issues de l'asile pour vous ? Quels sont les risques ? Et puis, on est aussi dans une société, donc on peut se poser la question de la perte économique d'avoir perdu Mebratou, au-delà, évidemment, de l'aspect humain. Bonsoir à tous et à toutes. Qu'est-ce qui m'a motivé ? Il y a 4 ans, lorsqu'Emmanuel est venu me visiter au magasin, elle me dit « J'aimerais te présenter quelqu'un qui est très lumineux et je pense qu'il aurait sa place dans ton établissement. » Donc nous, on est dans le domaine du sport, exclusivement dans le domaine de la course à pied. Je lui dis « Écoute, c'est bien gentil, mais je n'ai pas de place pour lui actuellement. On est dans une situation aussi qui marche bien, mais je n'ai pas d'emploi pour lui actuellement. » Il me dit « Je comprends bien ce que je fais, je te laisse son livre de bord, tu le lis, tu te reposes dessus ce week-end et puis on se rappelle lundi. » Donc lundi, elle m'a fait un cadeau qui a changé un petit peu, exagère pas en le disant, qui a changé une partie de ma vie, parce que moi j'avais déjà eu un Érythréen pendant 4 ans, et je revalide ce que dit monsieur, donc qui était venu dans les mêmes difficultés, qui est arrivé en tant que coureur professionnel dans le coffre d'une voiture. Donc on a eu la préautorisation pour le préapprentissage, ensuite on a eu l'autorisation pour l'apprentissage, et après 4 ans, parce qu'il a fait une première année, il a eu le Grand Prix d'insertion, je me rappelle à l'Arena, il avait son gros costume, il était très heureux, donc ça fonctionne quelquefois. Et je sais que les institutions ne font pas toujours ce qu'elles veulent, mais ce qu'elles peuvent par rapport à la loi. Je reviendrai ensuite sur la loi. J'ai lu le livre de bord, je dirais même le livre de mort de Mebratou, et ça m'a vraiment ému aux larmes. Et j'ai rappelé Emmanuel, je lui ai dit, écoute, il faut que tu me le présentes. Je vois ce jeune homme qui arrive, plein de lumière. J'ai une expérience positive avec Tesfaye Fefele juste avant, enfin quelques mois avant, et je n'avais pas forcément de poste pour lui. Et je pense que c'est de l'intuition, moi je fonctionne plus à l'intuition qu'au CV. Et quand j'ai lu son parcours, j'ai dit à Emmanuel, écoute, c'est digne d'un truc Netflix, est-ce que tu es sûr que c'est vrai ce qu'il raconte ? Parce que là, on n'a pas vu dans le film, et puis je ne vais pas raconter son parcours, ça serait hors contexte, mais en 2 mots, quand il part de son pays, qui est quand même un des pays considérés comme la plus grande dictature au monde, il y a 245 pays, je crois, répertoriés, et puis il est loin au niveau de la démocratie, loin derrière la Corée du Nord. Il me raconte la vie là-bas. Il me dit qu'à 12 ans, il voit son tuteur, un peu l'image du grand-père qui est mort devant ses yeux. Il part faire un élevage. Ensuite, il traverse le désert. Au Soudan, il est arrêté par Daesh. Il a un pistolet sur la tempe. C'est après qu'on racontait dans une assemblée, mais c'est la réalité. Je crois que ça n'existait que dans les films. Après, il se fait arrêter en Libye. Il est emprisonné. Il y a ce qu'on appelle la Maison Noire, qui est sponsorisée par les États d'Europe, également par la Suisse, où là, on fait du trafic d'organes. Il échappe de justesse à ce genre de truc démoniaque. Il perd son meilleur ami. Et il arrive en Sicile, vous l'avez vu, amaigri, avec quelques kilos en moins de ce qu'il a aujourd'hui. Donc quand j'ai lu ce bouquin, je me suis dit, pour exemple, pour lui et puis pour les autres confrères, peut-être ça vaut la peine de lui donner sa chance. Donc il a fait une semaine de stage chez moi. Et j'ai trouvé tellement lumineux, je me suis dit, même si je n'ai pas besoin de lui, je vais l'ouvrir en poste. Et il a démarré brillamment, devenu un peu plus qu'une relation professionnelle. C'est devenu un ami, comme un peu un fils d'adoption. Et puis voilà ce qui m'a motivé. Ça, c'est pour répondre à la première question. Et pour répondre à votre deuxième question, comme quoi il y avait déjà une expérience positive. Après, vous avez mis la question, qu'est-ce qui fait qu'ils ont plus que les autres ou de moins ?
Je ne sais pas s'ils ont quelque chose en plus, mais en tous les cas, dans les cas que je connais, parce que ce n'est pas les seuls que je connais, j'ai la chance d'avoir pas mal parcouru le monde et de connaître beaucoup de réfugiés. Moi, je suis issu, il y a très longtemps, d'un statut de réfugié européen, parce que mon papa a quitté l'Italie dans les années 60. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de boulot. C'est la Suisse ou c'est l'Europe qui demandait « Venez, on a besoin de vous ». Or là, c'est eux qui ont pris décision de partir. On ne leur a pas demandé de venir. Il faut savoir que dans ces pays, s'ils ne partent pas, il a dit avec humilité « Je serai à l'armée comme mon papa et puis je passe au statut ». Mais il y a question de vie ou de mort, quelquefois. Alors nous, on ne se rend pas compte, parce que moi, comme vous, quand j'ai un sac à dos, comme on l'a vu dans le film, c'est pour prendre un EasyJet, pour aller boire le café à Amsterdam ou à Madrid. Lui, quand il a qu'un petit sac à dos sur le dos, c'est pour essayer de survivre, uniquement de la survie. Donc de 12 ans à 17 ans, 18 ans, il était en survie. Je me suis dit, je vais essayer de lui filer un coup de pouce pour qu'il puisse vivre. Et on a passé 2 ans et demi vraiment magiques. Après, j'en viens à la perte de la plus-value économique dont vous parliez. Il a été superbement apprécié par ses collaborateurs, donc mes autres vendeurs-vendeuses, superbement apprécié par l'ensemble de la clientèle, qui le regrette encore aujourd'hui, qui me demande régulièrement de ses nouvelles. Donc je pense vraiment que c'est une perte. Après, il y a des tas de gens de la communauté économique européenne ou en Suisse qui ont la même valeur, mais peut-être que le petit plus qu'ils peuvent avoir ces personnes-là, c'est que pour remercier les gens qui les accueillent, donc je pense à la Suisse parce qu'on y est, ils se dépassent un peu plus. Ils disent, je ne monte pas de blanche parce qu'il faut que je montre que je ne suis pas là uniquement pour voler des mobylettes ou faire les conneries comme on peut penser quelquefois des étrangers, mais il faut que déjà que je fasse ma place. Donc il a fait sa place au niveau économique pour retrouver un appart, etc. Et je pense que c'est vraiment une perte pour ses semblables et pour l'ensemble des gens. Lui, il a la chance d'être résilient. Je connais d'autres personnes qui sont moins dynamiques, qui sont moins dégourdies. Puis ça me fait beaucoup de peine parce que je me dis, en étant moins dégourdis, ils vont faire quoi? Ils arrivent, ils fuient leur pays. On est tous concernés, parce que vous voyez comme moi ce qui se passe au niveau des actualités. Donc entre les réfugiés climatiques qui vont arriver et ce qui se passe à 3 heures de Genève, je pense qu'on va être tous concernés de plus en plus. Alors j'espère, parce que vous disiez que la loi va être un peu plus adaptée, sans tricher et puis sans... Je ne sais pas ce qu'on pourrait faire. Moi, je me pose des questions. Donc j'ai Mabratou, pour ceux qui le connaissent et ceux qui sont intéressés, hier matin au téléphone. Il est à Ardorf, à 50 km de Londres. Quand il est arrivé, il est assez marrant parce qu'il a trouvé 2 boulots. Il avait les restaurants la journée comme ça, il a trouvé un boulot black, comme il dit avec l'humour. Et puis le soir, il me dit, j'aime bien manger autant de chips, c'est un peu la mode des fish and chips à Londres. Et il travaillait dans une usine de chips, il bouffait autant de paquets qu'il en fabriquait. Donc il a commencé à gagner de l'argent comme ça. Il a un peu d'argent, ils l'ont mis dans l'hôtel qu'on a vu, qui n'était pas top. Et puis maintenant, il travaille chez Deliveroo, il a acheté un vélo, et puis il va livrer un peu des choses comme ça. Alors la situation est toujours précaire. C'est pas forcément mieux que ce qu'il avait ici, moins bien pour l'instant. Mais comme il n'y a pas de statut à cause du Brexit entre l'Angleterre et puis la Suisse, notamment, ils ne peuvent pas le renvoyer. Donc lui, quand il était gamin, il rêvait d'aller voir les matchs de foot Liverpool-Arsenal. Donc j'espère qu'il pourra y aller prochainement. Et puis il est très heureux d'être là-bas. Après, voilà, je sais que la loi fait ce qu'elle peut. Moi, je n'ai pas regardé la perte économique parce que c'était un flop au niveau financier d'avoir attaqué une formation qui n'a pas été suivie. Mais je crois que c'était un grand gain au niveau humain. Il a montré l'exemple à d'autres personnes, certains de ses amis qui sont ici dans la salle, puis à d'autres. Donc moi, je vois que le côté, comme il conclut Mabratou, ça va aller. Et ça va aller parce que, comme je vous le dis, il a une lumière en lui. Et j'espère que ça va aller aussi pour ses collègues qui sont moins lumineux, qui sont peut-être moins dégourdis, parce que ce n'est pas évident, quoi. Mais si je reprends sur ma question vous me dites c'est un flop économique, je pense qu'il y a d'autres personnes qui seraient intéressées à engager des personnes qui sont issues de l'asile, mais est-ce que ce n'est pas un risque si vous n'avez pas l'engagement personnel pour vous dire je vais engager quelqu'un qui est issu de l'asile, est-ce que je prends le risque? Est-ce que le fait d'avoir cette incertitude ne va pas à l'encontre de tout ce qu'on essaye de faire pour l'intégration des personnes issues de l'asile et qu'il faudrait faire dès qu'ils arrivent, en fait. Ce qu'on va faire, en fait, d'ailleurs, avec les Ukrainiens. Quand vous prenez un apprenti, il n'y a pas uniquement l'aspect économique, ça coûte moins cher que d'embaucher quelqu'un, parce qu'il y a des coûts qui ne sont pas trop onéreux pour une entreprise, mais c'est le facteur humain, parce qu'il y a toute une formation, la personne n'est pas formée, donc ça prend du temps pour la former, etc. Donc je pense que les gens qui prennent des apprentis, c'est d'abord pour leur côté humain, puis pour la volonté de transmettre. Il faut avoir soit un diplôme, soit quelque chose qui permet d'embaucher, puis ensuite de transmettre. Donc le risque, oui, mais quand on vous embauchez quelqu'un qui est de nationalité suisse ou qui a un permis C ou autre, vous avez aussi un risque que la personne ne fasse pas l'affaire. Moi, j'ai eu d'autres apprentis dans d'autres domaines également, et il y avait des gens qui étaient soit pas dégourdis, soit qui ne faisaient pas l'affaire. C'est toujours une adéquation entre un CV et puis l'embauche. Donc je ne pense pas qu'il y ait plus de risques.
c'est dommage pour l'ensemble, c'est dommage pour le système, c'est dommage pour M. Gut qui m'a donné l'autorisation pour le pré-apprentissage et puis pour la première année. C'est dommage pour Mebratou, même s'il s'en sort et qu'il est éternellement positif. Moi, je me pose des questions, je ne comprends pas tout au niveau de la politique, puis ce qui se passe maintenant dans le monde au niveau de la géopolitique, mais je m'interroge. Je ne sais pas s'il y a des quotas, je demandais tout à l'heure à M. Gut, je ne pense pas, mais je me pose la question. Il y a eu des choses en Syrie, en Afghanistan, il y a eu des choses il y a 30 ans ou 20 ans en Serbie-Croatie. Je me pose la question, comment les autorisations sont faites. Est-ce qu'on avantage, mais c'est une question, hein, est-ce qu'on avantage plus les chrétiens que les orthodoxes ou les musulmans? Est-ce qu'on avantage plus un blanc qu'un noir? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je m'interroge, je n'ai pas la réponse. Je ne pense pas qu'il y ait de quotas, Merci. en tout cas, j'espère. Merci. Merci. Ce soir, nous avons aussi Abel Abraham, qui est un peu stressé, comme je l'étais, parce que c'est mon premier débat. Donc, nous l'avons pour qu'il puisse nous témoigner un peu de son histoire, qu'il puisse se présenter, raconter sa situation aujourd'hui. Bonsoir tout le monde. Du coup, je vais me présenter d'abord. Je m'appelle Abel Abraham, j'ai 23 ans et je suis un jeune débouté. Je suis arrivé en Suisse en septembre 2015 et ça fait 6 ans et 6 mois que je suis ici en Suisse. Et ça fait depuis 2 ans et 4 mois que je vis autant que débouté. Alors du coup, je vais parler un peu de mon parcours scolaire. Après, quelques mois après mon arrivée, j'ai commencé l'école en classe d'accueil. Ça a été pour apprendre la langue française parce qu'à l'époque, je ne savais pas parler la langue française. Du coup, après avoir suivi 1 an et demi en classe d'accueil, j'ai fait une année de classe insertion. C'est ce qu'on appelle CES. CES. Et après ça, en 2018, j'ai commencé la première année de l'école culture générale. Et après avoir suivi 3 ans de l'école culture générale, l'année passée, j'ai eu mon certificat de cette école, de l'école culture générale, dans le domaine socio-éducatif. Voilà. Merci. Et actuellement, je suis en train de faire une maturité spécialisée. Je fais mon stage au vestiaire social qui est géré par le Caritas de Genève et par le Centre social protestant CSP. Mais voilà, je suis heureux, ça se passe bien mon stage. Merci. Et à l'école, vous étiez avec des gens comme vous et des boutés, ou est-ce que vous étiez avec des jeunes de chez nous qui vont à l'école, qui n'ont pas ces problèmes de papier? Ouais, quand j'ai commencé la première année de l'école culture générale, il y avait que moi qui était la personne immigrée qui n'avait pas le papier. Du coup, c'était assez compliqué de voir que en fait, c'est comme si j'étais isolé, alors que je faisais les mêmes études que les autres. Du coup, ça a été un petit peu compliqué, ouais, quand même. Est-ce que vous avez des exemples de qu'est-ce qui a été compliqué? Alors, c'était compliqué. En fait, j'ai pas le même droit que les autres. Je vous raconte une anecdote, si vous voulez. Ça a été en première année. Du coup, en fait, on avait le droit de faire une sortie avec la classe. Du coup, les élèves, la plupart des élèves, presque tout le monde de la classe, ils ont choisi d'aller en France pour jouer ce qu'on appelle paintball. Du coup, ils étaient tous contents. Ils disaient ouais, on va aller en France, on va jouer. Et moi, j'étais là, je savais pas quoi dire parce que je peux pas aller en France, je peux pas quitter de la Suisse. Du coup, je faisais semblant, je leur ai dit ouais, c'est bien. Mais après, quand on a fini, quand la période a fini, je suis allé parler à ma prof. Je lui ai expliqué que je ne ferais pas partir. Je lui ai expliqué la statut que j'ai ici et que j'avais à l'époque aussi. Du coup, la prof, elle était compréhensible, elle a compris. Et finalement, on n'est pas allé en France.
Mais c'est juste qu'on n'a pas le même droit que les autres. Et est-ce que les élèves, maintenant, vos camarades de classe ont appris, vous leur avez parlé de votre situation? Est-ce qu'il y en a dans cette salle qui sont ici, que vous connaissez? Alors, malheureusement, il n'y a personne. Un ami à moi de l'école. Sinon, les amis que j'ai à l'école, ils savent tout le monde que je parle pas le papier ici, que je suis une personne déboutée. Du coup, la plupart, ils sont étonnés et choqués. Ils sont choqués parce que quand je leur raconte, je fais tel parcours, j'ai passé par là, je fais classe d'accueil, classe d'insertion. En fait, pour eux, c'est incroyable. La plupart, ils n'arrivent pas à comprendre, à croire, en fait. Ils me disent non, c'est pas vrai. Voilà. Vous êtes un héros, comme d'autres. Mais... Et comment est-ce que vous envisagez la suite, en fait? Que feriez-vous si vous ne pouviez pas continuer votre formation? Alors, qu'est-ce que je ferais si j'arrive pas à continuer ma formation? En fait, je sais pas, mais je sais que ça va pas être facile. Même pour accepter, ça va être vraiment compliqué. Le jour le lendemain, qu'ils me disent les efforts que tu as fait jusqu'à maintenant, c'est terminé, tu t'abandonnes, tu peux plus continuer. Du coup, s'ils me disent ça, ça va être assez compliqué pour moi de l'accepter. D'ailleurs, c'est toujours compliqué encore maintenant, mais ça va encore. Je suis en train d'effectuer mon stage. Du coup, pour l'instant, ça va, je garde l'espoir. J'essaie d'avancer grâce à mes proches et grâce à des associations comme le Caritas et le Centre social Portessence qui m'aident tout le temps, toujours. Du coup, je garde toujours l'espoir et j'ai la tête haute, en fait. Bravo. Mebratou a décidé, comme on l'a vu, de quitter la Suisse parce qu'il n'y voyait pas de perspective. Et au bout de ces 2 ans, même si c'est vrai qu'il avait eu ses autorisations, il avait peur d'être renvoyé en Érythrée. La question que je voudrais vous poser à tous, en fait, et puis je commencerai par vous, Abel, est-ce qu'il a fait un choix rationnel de partir ? Est-ce que vous, Abel, ça vous a traversé l'esprit ? Ouais, en fait, tout d'abord, c'est triste parce que Mebratou, je le connais. C'était une personne que je le connaissais. Du coup, c'est triste parce que la Suisse l'a poussé à partir, alors que c'était une personne qui se donnait à fond, qui se donnait à fond tout simplement. Du coup, je pense qu'à mon avis, elle méritait largement sa place ici à Genève. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Du coup, ouais, en fait, il y a aussi quand je vois cette vidéo, moi, il y a des similarités avec mon histoire. Parce que, en fait, je pensais plusieurs fois quitter de la Suisse et partir ailleurs. Mais au final, je suis toujours là, même si ma situation reste délicate. Et en fait, je me dis, quand j'ai réfléchi partir, tout ça, tout d'abord, tout simplement, je n'ai pas envie de refaire une nouvelle vie pour la 3e fois, alors que j'avais déjà une vie dans mon pays en Érythrée. J'avais des proches, des amis, la famille, mais j'étais obligé de tout laisser, car la situation, vous connaissez très bien en Érythrée. Du coup, j'ai laissé la vie que j'avais avant. Et ici, j'arrive en Suisse, j'ai construit une vie. Là, maintenant, j'ai des proches, des amis. J'ai tout, en fait, ici. Je me suis bien intégré à la société, je sais parler. Du coup, imaginons que je laisse tout et que je recommence de nouveau à zéro. Du coup, ça, je ne le souhaite pas. Et aussi, il y a aussi faire le schéma, le parcours. Le parcours que je l'ai fait auparavant pour venir ici en Suisse, ça a été vraiment pas facile. Il y a beaucoup de choses que je n'oublie pas jusqu'à maintenant.
Et j'ai pas envie de refaire le même schéma non plus. Du coup, c'est pour ça que je reste ici en gardant l'espoir. Et Mebratou nous a laissé un message, c'est qu'il faut que ça change ici. Ouais, et comment, ouais, comment il faut que ça change? Ça, c'est une question. C'est vrai que la possibilité d'une régularisation existe pour les cas de rigueur. Peut-être, Lucie, vous pouvez juste nous dire quelles sont les conditions d'octroi d'une régularisation et sous le contrôle de Monsieur Goutte. Oui, c'est sûr. Non, dans la loi sur l'asile prévoit à l'article 14 alinéa 2 la possibilité pour le canton de résidence de la personne de soumettre une demande d'autorisation pour un permis B humanitaire pour les personnes qui remplissent un certain nombre de conditions. Parmi ces conditions, il y a une durée de séjour de 5 ans, qui est avec un séjour connu en permanence des autorités cantonales et d'autres conditions que je ne vais pas détailler, mais notamment une bonne intégration ou une intégration exceptionnelle. C'est là, je développe tout de suite un petit peu mes commentaires, c'est là qu'on a une possibilité légale de faire quelque chose, et beaucoup des 50 jeunes qui sont concernés par la situation à Genève répondent à ces conditions. Et on aimerait vraiment beaucoup que les autorités examinent de manière complète ces demandes et les transmettent au SEM. Alors il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles c'est pas fait, mais c'est vraiment et que je vais pas défendre, que je peux pas défendre, parce que le problème qu'on a, c'est que les personnes n'ont pas la possibilité de faire elles-mêmes cette demande-là. C'est de la compétence et de l'unique compétence de l'autorité cantonale de transmettre ou pas au SEM. Ça veut dire qu'un jeune qui remplit toutes les conditions, et Mebratou cochette toutes les cases, Abel coche toutes les cases du 14.2, et d'autres jeunes aussi, puisqu'ils sont une majorité à les cocher, il n'a aucune possibilité de revendiquer que son dossier soit transmis à Berne. Or, si le canton transmet le dossier à Berne et que Berne, le secrétariat d'État aux migrations, prend une décision négative, alors là, la personne a une voie de recours possible. Et nous ne comprenons pas pourquoi si peu de demandes sont transmises à Berne, en sachant qu'il y a 50 jeunes, il y a à peu près 300 personnes déboutées à Genève, et c'est une voie légale, on n'est pas du tout dans les zones grises. Ça, c'est un élément. Puis après, l'autre élément, effectivement, puisque une des conditions de l'hypothétique obtention d'un permis B humanitaire, alors je mets beaucoup de guillemets, mais c'est une intégration exceptionnelle. Quand on voit des parcours scolaires, exemplaires ou magnifiques comme celui d'Abel ou comme celui de Mebratou, mais aussi exemplaires et magnifiques de plein d'autres jeunes, et qui se heurtent à des difficultés administratives, à des autorisations qui ne viennent pas pour faire une formation, y compris quand ils sont dans un cursus scolaire, là c'est vrai qu'il nous semble qu'il y a vraiment quelque chose à bouger et à réfléchir pour que ces solutions soient facilitées. Pour reprendre la situation d'Abel, Abel a fait son diplôme à l'école de culture générale, il a été admis en maturité spécialisée, et la maturité spécialisée comporte des stages qui sont obligatoires pour l'obtention de son diplôme. Or, ces stages sont soumis à autorisation, et à ce jour, formellement, le vestiaire social, le CSP Caritas n'ont pas obtenu cette autorisation formellement. Et c'est quand même un problème, parce que là, il y a un encadrement qui permet, et des institutions qui sont prêtes à prendre ce risque-là. Est-ce qu'un patron qui pourrait accueillir un jeune, qui serait prêt à accueillir un jeune dans une situation similaire, peut se permettre de prendre ce risque-là? Et là, il y a vraiment des solutions qui sont effectivement moins dans la légalité que la régularisation, mais qui sont quand même à explorer. Et pour l'instant, je le disais en début de débat, mais ça fait 2 ans qu'on les cherche et qu'on ne les trouve pas. Je vous laisse la parole.
Si vous me permettez de répondre, vous avez dit beaucoup de choses dans votre intervention. J'aimerais juste focaliser sur 2 éléments. Le premier, c'est la question de la régularisation. Vous avez raison qu'il y a dans la loi une possibilité donnée au canton, c'est l'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile, de régulariser quelqu'un aux conditions que vous avez rappelées. Et c'est un usage que le canton de Genève fait assez peu, et je vais vous expliquer pourquoi. En parallèle, on a quand même régularisé, ça n'a rien à voir, mais juste pour vous dire la volonté politique qui existe quand même d'aller dans cette voie de régularisation, on vient de régulariser avec le concours des associations, des syndicats et de quelques mandataires, près de 3000 personnes qui étaient sans papier à Genève. C'est quand même quelque chose qui ne s'est fait qu'à Genève et dans un autre canton suisse. Oui, avec une volonté politique très claire qui peut exister, ça montre que c'est possible, mais avec l'indication du magistrat de l'époque que ça n'allait surtout pas concerner l'asile. Absolument. Alors c'est l'indication du magistrat de l'asile qui a négocié ceci au niveau de l'autorité fédérale, puisque tous les dossiers sont préavisés par le canton et sont ensuite approuvés par le secrétariat d'État aux migrations. Donc on ne peut pas faire ça malheureusement tout seul. Concernant l'article 14 alinéa 2, il y a un autre élément qui pose problème, c'est celui de l'identité et de la preuve de l'identité de la personne qui aurait droit, selon la loi, à la régularisation. Et on a de grosses discussions avec le secrétariat d'État aux migrations qui demande que la personne ait soit un document d'identité nationale. Alors c'est clair que quand vous êtes en procédure d'asile, on ne peut pas demander à quelqu'un d'aller chercher un document national auprès de sa représentation, mais lorsqu'il a été débouté, on est en droit de lui demander d'aller vers sa représentation pour obtenir un document prouvant son identité, ou au moins, et c'est ce que le SEM pour l'instant ne veut pas entendre, que la personne ait fait la démarche pour pouvoir obtenir. Et il y a une lettre qui est partie du Conseil d'État au Conseil fédéral pour demander qu'il y ait cette tolérance, justement, que le simple fait de déposer une demande auprès de sa représentation soit suffisante pour que le SEM approuve un cas qui serait présenté par Genève. Donc ça, je voulais quand même vous le préciser. Donc ça, c'est nouveau. Oui, mais c'est en cours. Je veux dire, on a écrit le Conseil d'État, l'autorité Parce que quelles sont peut-être vous les connaissez, les conditions imposées par l'ambassade érythréenne aux Érythréens qui viennent demander un passeport. Oui, enfin, je les connais. Je connais ce qu'on me dit dans les dossiers. Je n'ai pas fait d'intervention auprès de la représentation pour savoir quelles étaient les exigences. Mais on a quand même des cas où on a obtenu des attestations qui démontraient que la personne était allée au contact de la représentation pour obtenir un document. Alors, parmi les conditions quand même qui reviennent fréquemment pour les Érythréens, par exemple, pour parler de cette communauté-là, c'est de devoir payer les 2% de taxes au gouvernement érythréen et d'éventuellement signer une lettre de regret, qui sont quand même des choses qui sont problématiques pour beaucoup de personnes érythréennes, puisqu'ils ont fui un régime qui conteste. Et même s'ils n'ont pas été reconnus comme réfugiés, ils sont des opposants à ce régime-là. C'est un exemple qui rend difficile la démarche. Après, sur la question du passeport, effectivement, alors moi, je suis ravie d'apprendre ce soir que cette lettre est partie, parce que faire une démarche d'aller auprès des autorités de son pays pour faire une demande de passeport, c'est une chose. Attendre le passeport, c'en est une autre. Et ça peut prendre plusieurs mois, voire plus d'une année, tranquillement. Alors c'est la raison pour laquelle le Conseil d'État est intervenu auprès de la Confédération pour qu'il y ait cette ouverture sur le simple fait d'avoir fait la démarche, et bien évidemment d'avoir la preuve d'avoir fait la démarche. Parmi les conditions d'obtention de cette régularisation à travers l'article 14.2, il y a l'intégration poussée. Et il y a quand même une sorte de double contrainte, c'est être intégré, bien intégré, une intégration poussée, c'est-à-dire bien intégré sur le marché du travail, et en même temps il y a cette interdiction de travailler pour les déboutés. Alors comment est-ce qu'on résout cette contradiction ? Il y a effectivement une condition qui est posée sur l'intégration. L'intégration n'est pas focalisée sur la question du travail. Effectivement, ce serait contradictoire d'exiger à quelqu'un qui ne peut pas travailler de s'intégrer par le travail. Il y a d'autres éléments, notamment la langue. La langue est quand même un des éléments d'intégration principaux. Et quand on voit ce soir
les personnes qui s'expriment et qui sont dans ces procédures, c'est un élément d'intégration qui serait pris en compte, bien évidemment. La question, encore une fois, ça ne dépend pas forcément de ça. Dans d'autres cas, il y a des gens qui, vous l'avez rappelé aussi comme condition, qui pendant une année ou un peu plus ont disparu, donc n'étaient plus en lien avec l'autorité. Ça, c'est une condition si vous voulez, si elle n'est pas remplie, ne permet pas de déposer une demande de régularisation au titre de cet article. Alors, je reviens sur ma question initiale qui était est-ce que Mebratou a pris une décision rationnelle en sachant, en imaginant qu'il n'allait pas obtenir cette régularisation puisqu'il avait l'impression d'avoir fait tout juste et il ne voyait pas de perspective au bout des 2 ans et il s'est dit « je pars ». Madame Durieux, qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'était une décision rationnelle ? Qu'est-ce que c'est que la raison ? Qu'est-ce que c'est que la raison quand on a le choix entre l'absence d'espoir et une possibilité d'espoir ? J'ai envie de vous répondre ça. Alors, et qu'est-ce que c'est que la raison quand on est déjà un rescapé d'un parcours migratoire et on sait très bien que celui des Érythréens est un des plus longs, hein, parce que c'est particulièrement long de quitter. Non seulement c'est loin l'Érythrée de chez nous, mais on traverse des pays et c'est extrêmement périlleux. Donc je pense que c'est ça, c'est probablement pas rationnel, comme si nous on pesait les chances d'arriver, je sais pas, de faire une voie d'escalade alors qu'on a des compétences d'escalade très réduites. Mais je pense que là, ce qui est important, c'est une perspective d'espoir contre pas d'espoir. Je pense que c'est ça. Donc, c'est pas rationnel. On peut tout à fait dire aux gens, non mais t'es fou. Là, regarde, il y a eu 27 morts dans la Manche au mois d'octobre, ou je sais plus quand, fin 2021. Oui, mais il y en a qui réussissent. Et c'est ça, je pense, qui fait qu'on se dit, OK, l'Angleterre est plus dans l'Europe, il y a eu le Brexit, je ne serais pas victime je ne serais pas dublinée, je crois que c'est comme ça qu'on le dit, ou on peut le dire comme ça. J'y vais, j'essaye. Ça va être dur, mais ils ont déjà vécu des choses extrêmement difficiles. Donc, je ne sais pas si moi, comme médecin, on me disait qu'est-ce que vous en pensez, docteur, je serais incapable de répondre à une question comme ça. Vas-y, si tu le sens de le faire, vas-y, parce que c'est vrai que je pense qu'en tant qu'être humain, la perte d'espoir, c'est le pire qui peut nous arriver. Alors effectivement, la chose la plus pire qui puisse nous arriver, c'est de mourir, et surtout de mourir quand on a 22 ou 23 ans. Probablement que c'est quelque chose qui est absolument dramatique pour la personne elle-même, mais ce qui les nourrit, encore une fois, je pense que c'est l'espoir. Et là, on voit bien, il y a un espoir que quelque chose va pouvoir se passer. Donc, je prends le risque et c'est un risque qui peut paraître complètement démesuré quand on raisonne avec nos arguments à nous. Mais je pense qu'on n'a pas à le repasser. Et du coup, ces arguments ne sont pas forcément les plus valables. Merci. Et Monsieur Goutte, un choix rationnel, selon vous ? C'est compliqué. On voit beaucoup de dossiers. Effectivement, cette notion d'espoir est importante et je peux imaginer que des gens, suivant les situations qu'ils vivent dans leur pays d'origine, le fait de venir ici, ce qu'on leur raconte aussi sur l'Eldorado, qui n'en est pas un, probablement a une importance déterminante dans leur choix. Je ne suis pas à leur place, je ne me rends pas compte. On entend ces histoires, elles sont toutes bien évidemment extrêmement touchantes parce que c'est des trajectoires de vie et puis c'est des gens qui vivent dans des conditions qui sont compliquées. Maintenant, le bon choix, ça dépend malheureusement, quand on parle de nouveau uniquement de l'asile, ça dépend de la situation dans le pays d'origine. Donc, et encore une fois, et ça vous le savez toutes et tous, la migration de quelqu'un qui a une nationalité extra-européenne est extrêmement compliquée. Actuellement, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc il n'y a pas tellement d'autres voies, malheureusement, que la procédure d'asile, qui est une procédure complexe, qui est une procédure qui est soumise à examen, qui est une procédure qui vous l'avez dit tout au départ, et c'est un élément qui est extrêmement important, qui est fondé sur la vraisemblance. Qu'est-ce que la vraisemblance ? Alors, c'est vrai Il y a quand même une part d'arbitraire dans la décision.
sur cette vraisemblance? On peut voir les choses comme ça. Encore une fois, il y a des tribunaux qui tranchent lorsqu'il y a des recours qui sont déposés. Mais comment voulez-vous traiter un dossier lorsque vous n'avez pas de pièces probantes, et on peut comprendre qu'il n'y ait pas de pièces probantes sur autre chose que la question de la vraisemblance? Mais je reviens sur alors à la limite sur le pragmatisme. On est dans une situation, on a des jeunes qui sont ici, qui ont été formés parfois, on a investi, qui sont capables de contribuer, parce que Mebratou, il aurait pu travailler, contribuer, être complètement indépendant de l'aide sociale. À l'aide d'urgence, et ça coûte. Quel est l'intérêt, à un moment donné, de se dire, bon, pourquoi on ne les laisserait pas travailler? Pourquoi est-ce qu'on ne les régulariserait pas dans la mesure où ils sont intégrés? Pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas ces dossiers à Berne pour que cette loi, elle change aussi? Parce que c'est vrai qu'il y a quelques jours, j'étais à un débat dans le canton de Vaud, votre homologue dans le canton de Vaud, je ne sais pas si vous a téléphoné après, ça a été filmé, il a dit, quand une loi est mauvaise, on la change. Vous souscrivez? Il y a un processus démocratique qui fait que si on veut changer quelque chose, on doit le faire par les voies légales. Je prends l'exemple, qui est un malheureux exemple, mais qui a quand même démontré que les choses pouvaient fonctionner très vite. C'est la gestion du Covid au niveau légal. Je veux dire, ça a été fait dans des temps absolument records. Ça n'a rien à voir, mais si la volonté existe, c'est possible de changer la loi. Malheureusement, vous ne pouvez pas changer une loi cantonale qui a un impact sur du droit fédéral. Donc on ne peut pas faire ça au niveau... Alors je reviendrai, puisque vous avez cité l'initiative qu'il y a eu à Berne avec la motion Grossen. Dans sa réponse, le Conseil fédéral qui indique pour les cas de rigueur, donc c'est régularisation, que si la pratique actuelle devait entraîner des cas de rigueur dans les cantons, et si les cantons le souhaitent, le secrétariat d'État aux migrations est prêt à collaborer avec eux pour examiner ces cas en profondeur. Si ces examens montraient qu'il est nécessaire d'aller plus loin, le Conseil fédéral serait prêt à revoir la pratique en vigueur. On sent une ouverture. Est-ce que vous faites remonter ces informations à votre magistrat? Et bien sûr, on sent une ouverture. Je vous ai dit que le Conseil d'État avait écrit à la Confédération. C'est exactement dans cette perspective que le canton, en tout cas au niveau de ses autorités politiques, s'inscrivent. Bien sûr qu'on aimerait changer tout ça. Encore une fois, la problématique de l'Érythrée actuellement, c'est qu'il n'y a pas de décision d'admission provisoire. S'il y avait ces décisions, tout ça serait beaucoup plus serein. Les gens pourraient travailler et on n'aurait pas ce débat, en tout cas pas sur ce pays. Il y a d'autres pays, évidemment. Et puis, c'est vrai que je reviens au film de Mebratou. Là, ça fait un petit moment qu'on parle. Je vais essayer de clore un petit peu notre discussion à nous pour essayer de passer la parole au public. Parmi vous, dans ce public, il y a des personnes qui ont justement vécu la situation, qui sont dans la situation que Mebratou a fui. Alors j'aimerais leur donner d'abord la parole pour qu'ils puissent témoigner. Il y a des personnes qui n'ont pas voulu venir ce soir, il y en a qui n'ont pas pu, qui ne se sentaient pas capables, qui ont renoncé parce que depuis 2 ans, ils ont témoigné à de multiples reprises devant des autorités, dans la presse, etc. Et ils voient que rien ne change. Mais il y en a certains qui ont accepté de venir pour témoigner de leur situation. Il y a des personnes pour qui c'est un peu trop long encore, on va les laisser partir. Où sont-ils, où sont-elles, et est-ce qu'elles aimeraient encore prendre la parole? Alors il faut beaucoup de courage pour parler. Allumé normalement, oui, je l'ai pas. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Abel, j'ai 23 ans et je viens d'Érythrée aussi. Et je fais partie de ces jeunes qui sont illégaux.
Et du coup, moi, ce que je voulais poser, déjà, vous avez dit il y a des problèmes pour envoyer les dossiers et tout. Moi, je sais pas c'est quoi les problèmes, vu que, par exemple, la dernière fois que j'étais à l'automne, j'ai vu que, par exemple, le Schweiz, ils avaient régularisé genre 152 personnes en une année, et à Genève, 2 personnes seulement. Je comprends pas comment ça peut arriver ça. Peut-être c'est Genève qui est défavorisée. Et de deux, je voulais savoir, vous avez dit l'intégration, c'est pas seulement le travail, mais aussi la langue. Du coup, dans ce cas-là, vu que moi, je me considère comme une personne qui parle français, je peux faire le recours et avoir mon permis. Et aussi, une chose que j'ai appris, c'est que les personnes qui ont le papier blanc peuvent être arrêtées par la police. C'est maintenant que j'ai su ça. Et comment est-ce qu'on peut faire si la police nous arrête, par exemple, dans la rue et nous demande le papier? Comment on peut faire, genre, on doit aller avec eux, genre payer l'amende, alors qu'on nous paye 10 francs seulement par jour, ce qui est utile seulement juste pour 2 pains à la micro. Et d'autres... ce que je voulais dire... Ouais, le papier blanc, ouais, parce qu'on nous donne par exemple les 10 francs par jour, on doit aller les chercher au boucher. Là, ils ont changé d'endroit, mais en tout cas, on les cherche là-bas, on prend le chèque et après, on doit aller à la poste pour les retirer. Et à la poste, quand on va là-bas, on nous dit où est votre permis, alors que nous, on n'a pas. Je montre le papier blanc. Et on me dit, vous voyez que c'est écrit, c'est pas la pièce d'identité. Oui, je sais que c'est écrit, mais c'est ma pièce d'identité. Et ils ne peuvent pas me donner, vu que pour eux, c'est pas le papier valable. Et qu'est-ce que je peux faire? Du coup, si on ne peut pas me donner les 10 francs qu'on me donne, qu'est-ce que je dois faire? Et pour... la formation aussi, par exemple, la dernière fois, j'ai demandé à l'Horizon Académique si je peux m'inscrire là-bas. Vous avez dit qu'il n'y aurait pas de problème pour quelqu'un pour faire la formation. Mais là-bas, on m'a dit que le papier blanc, c'est un problème aussi. Pas seulement le diplôme, mais aussi le papier blanc. Il pourrait y avoir un problème que je ne puisse pas faire là-bas, ma formation. Et voilà. Merci beaucoup. Je vous propose de prendre encore 1 ou 2 questions ou un témoignage ici. Voilà. Bonsoir à tous. Moi, je me nomme... je préfère ne pas dire mon nom parce que, voilà. Je suis aussi débouté, mais je ne suis pas érythréen, je suis plutôt burkinabé. Et puis, voilà, j'ai 28 ans. Voilà, moi, je suis arrivé ici en Suisse en 2017. Et après, j'étais Dublin. Et j'ai dû me cacher ici sur le territoire suisse. Parce que quand je suis arrivé, déjà, je n'ai pas fait long. Et puis, je me suis entouré de pas mal de personnes, des Suisses, qui m'ont accueilli à Neuchâtel, comme ici aussi à Genève. Donc, j'ai fait plus de 1 an et 8 mois en clandestinité, étant en Suisse. Et après, j'ai refait une autre demande qui a été acceptée. Bien évidemment, j'ai prouvé que j'étais sur le territoire pendant ces 1 an, 8 mois. Et voilà, après, j'ai fait ma demande. Et puis, 5 mois après, ils m'ont automatiquement donné un négatif. Et voilà, j'ai voulu faire recours, mais ils m'avaient donné que 5 jours pour faire un recours. Habituellement, c'était 1 mois. Pour certains, c'était 1 mois. Ils m'ont donné 5 jours sans de détails. Et tous les juristes ou avocats chez qui je suis allé, ils m'ont dit normalement c'est 1 mois et tout, ils ne comprenaient pas et tout. Puis le délai était déjà passé. Et quand j'ai fait mon recours, tout de suite, ils m'ont dit non, c'est négatif et tout. J'ai fait un recours auprès du tribunal fédéral et tout. Ils n'ont pas accepté. Donc voilà, j'ai pas pu faire mon recours à temps, du coup j'ai été... Et ce résultat, en tout cas, ça m'a vraiment mis hors de moi. Comme dit la médecin, la dame responsable du HG, j'ai été
à l'hôpital. J'étais même à Belle Idée et tout. Voilà, je suis allé là 2 fois parce que ça n'allait pas. J'avais plus d'espoir. Je voyais mon avenir. Voilà, je savais pas ce que j'allais faire. Et puis en pensant à ce que j'avais vécu pour arriver ici, c'était impensable pour moi. Voilà, je savais pas en fait quoi faire. Et ça m'a rendu malade. Mais grâce aux personnes qui sont autour de moi, j'ai pu me reconstruire, faire des choses. Certains m'ont permis même d'étudier, mais sans que l'État ne sache, parce que j'avais peur que s'ils savent, ils vont m'interdire d'étudier. Mais bon, j'ai fait mon possible, j'ai étudié et tout, et voilà, ainsi de suite. Et ça se passe bien, mais j'ai pas dit, et ils savent pas. Et ça fait je suis à l'aide d'urgence, ça fait maintenant 3 ans. Et ça fait maintenant plus de 2 ans et plusieurs mois que je vais à l'OCPM toutes les semaines. Et je manque des cours, au moins 2 heures de cours par jour. Et puis, je vais aussi l'après-midi, je dois aller à l'hospice pour prendre les 10 francs. Donc voilà, c'est dur pour moi d'aller chaque semaine à l'OCPM pour me faire tamponner. Voilà, pourtant j'étudie, je me cache, je ne peux pas avoir des amis en fait. C'est dur pour moi de dire à quelqu'un, voilà, je suis dans telle situation, j'ai honte de ma situation. C'est difficile de vivre, je peux pas faire les choses comme les autres. Pourtant, voilà, j'ai envie de faire quelque chose, d'apporter aussi ma contribution. Et aussi, quand je veux prendre même ces 10 francs-là auprès des gens de la Poste, certains me voient, peut-être je parle bien, ils se disent que j'ai pas envie de travailler, je prends l'argent de la société, ça me plaît, donc certains me regardent mal. Ils me disent comment un jeune comme voilà, enfin c'est des idées que je me fais peut-être, mais cette situation c'est vraiment difficile pour moi. Pourtant je me connais, je sais que j'ai beaucoup de qualités. Vous m'entendez parler, vous ne pouvez pas imaginer que je suis un débouté. Les gens me voient dans la rue, ils ne croient pas. Mes copains de classe et tout, ils comprennent pas. Même si je dis à quelques-uns, mes profs, ils comprennent pas. Parce que, voilà, je veux pas me vanter, mais voilà, j'ai du potentiel. Et puis, voilà, cette situation, vraiment, c'est difficile. Ça fait plus de 5 ans que je suis ici. Et voilà, pour demander le permis de cas de rigueur et tout, voilà, il s'avère que je peux pas parce qu'il y a un critère qui est... Voilà, que j'ai fait 1 an et demi de clandestinité, donc je ne peux pas. Pourtant, j'ai fait 5 ans ici, je peux bien prouver ces 5 ans. Et puis, je suis dans un domaine aussi qui est au niveau professionnel, je peux apporter. Mais cette situation me bloque et puis j'ai peur que demain, je ne peux plus avoir d'espoir et puis que je rechute et puis que je n'arrive plus à vivre. Je ne sais pas en fait. En voyant le reportage tout à l'heure, je vous avoue que ça m'a donné des idées d'aller aussi en Angleterre. Franchement, mais ça fait peur aussi. Donc vraiment, franchement, si vous pouvez quelque chose, faites-le parce que on n'est pas tous, je sais pas quoi, qu'est-ce que vous pensez. Donc voilà ce que je voulais. Merci beaucoup. Il y a Aptom qui voulait parler. Merci. Bonsoir à vous tous. Et ça fait plaisir de revoir Monsieur Poteau. Là. Je pensais qu'on n'allait pas se revoir. Mais... Bon, je m'appelle Aptom, je suis érythréen aussi, comme Ledo Abel. Je suis en formation en apprentissage à plein temps en 4e année. J'ai fait mon CFC l'année dernière. Je suis en train de faire la 2e CFC d'installateur sanitaire. Et je vais passer l'examen dans quelques mois, au mois de juin. Et je ne sais plus quoi faire, si je vais pouvoir continuer ou si je vais rester sans rien faire à la maison. En tout cas, j'espère pas que je vais rester à la maison sans rien faire. Et puis, ce qui me dérange le plus, c'est que, comme il a dit Mbratou, les deux Abiel, on n'est pas des gens qui sont sains, on a tous vécu quelque chose. Et moi, j'en ai marre de se faire à chaque fois de nouveaux amis. À chaque fois, je vais rencontrer les gens, leur dire au revoir, recommencer tout à zéro. J'en ai déjà fait plusieurs fois. Et là, avec Mbratou, c'était pareil.
On a été ensemble et là, il est parti, il doit se faire aussi de nouveaux amis. Et je me considère en tant qu'une personne qui peut travailler, qui peut apporter quelque chose à la société, qui m'a permis d'acquérir une certaine connaissance avec lesquelles je peux travailler et apporter quelque chose. Et d'ailleurs, à chaque fois quand je travaille avec mes profs, ils me disent que voilà, tu es un bon gars, on va t'aider à trouver un patron. Déjà, pendant mes vacances scolaires, j'allais travailler sur le chantier pour avoir plus de contacts avec des gens aussi. Et ça, je n'ai pas envie de la perdre. Et qu'est-ce que je vais devenir juste dans quelques mois? Est-ce que vous allez me laisser pouvoir travailler ou c'est quoi la suite? Et puis j'aimerais bien poser une question aussi au monsieur. J'étais allé faire la demande auprès de l'ambassade de l'RDC, pas par volonté, mais j'avais pas de choix. Je l'ai déjà fait aussi. Mais la question c'est que vous avez besoin juste de connaître mon identité. Une fois que j'aurai ce passeport, autant considérant que ce passeport c'est renouvelé chaque 5 ans, est-ce que vous avez besoin juste que je vous prouve mon identité ou c'est continuellement? Merci. Là-bas. Bonsoir à tous. Je m'appelle Maxamoud. Je viens en Somalie. J'ai été en Suisse à 7 ans. J'ai fini en 2015. J'ai fait l'école Sky, une année. Après, le père il m'a donné le négatif parce qu'il y a Dublin. Après, j'ai caché 18 mois. Après 18 mois, le père il a accepté le deuxième recours. Après, j'ai envoyé à Genève. Après, j'ai commencé l'école. Là, c'est depuis 2018, j'ai reçu le deuxième négatif. J'ai fait 1000 fois le stage avec le boulangerie et pâtisserie. Le 2019, j'ai reçu après stage, mais malheureusement, l'OCPM qui refusait pour le prestage parce qu'il m'a dit tu n'as pas le droit de faire le prestage parce que tu as baby blanc. Depuis quand j'ai resté comme ça, alors c'est mieux pour ce soir, pour venir le directeur de CSP. Alors, pour moi, je suis somalien. Et l'OCPM il va demander pour moi le passeport. J'ai resté en Suisse 7 ans. Qu'est-ce qu'il y a la solution? Parce que toi, tu m'as dit l'autre personne qui est terrien, toujours te demander le passeport. Mais l'autre personne qui bat les terriens, qu'est-ce qu'il fait? Merci. Bonsoir, moi je m'appelle Naradeke, ça fait plus de 7 ans que je vis en Suisse, je suis venu avec ma mère et mes frères et sœurs en Mongolie, du coup ouais, je suis aussi jeune débouté. La première fois j'ai reçu une réponse négative, donc à l'époque j'avais 12 ans, donc je ne m'intéressais pas trop ce qui se passait, je ne comprenais pas trop, donc c'était surtout ma mère qui prend l'édition. Donc, on a eu la réponse négative en 2014, donc quelques mois après notre arrivée. Et depuis, du coup, je vis avec les papiers blancs dont Célestin a parlé, Mebrado a parlé. Donc là, actuellement, donc, depuis que j'ai reçu cette réponse négative, ma mère m'a dit fais tes études, les études, ça va te former, c'est important dans la vie, donc il faut le faire.
Donc j'ai fait mes études, j'ai eu d'excellentes notes, j'ai fait 1 mois en classe d'accueil. J'ai appris le français en 3 mois du coup. Après je suis allé dans une classe normale où j'ai fréquenté donc des enfants suisses, etc. Ça n'a jamais été évident, c'était difficile, mais malgré tout j'ai réussi quand même à m'intégrer un petit peu. J'ai pas vraiment de vrais amis, mais c'était plus des camarades. Après, je suis allé au collège, j'ai eu d'excellentes aussi, j'ai réussi ma matu avec mention. Et là, je suis donc cette année en première année de droit à l'Université de Genève. Il y a des difficultés, bon, évidemment, les frais scolaires, c'est déjà compliqué, on va pas se mentir, les études, ça coûte. Mais grâce à des associations comme CSP ou le SPI Général, j'arrive à m'en sortir. Aussi grâce à mes profs du cycle qui ont réussi à cotiser, par exemple, pour payer l'achat de livres. Et récemment, j'ai reçu une réponse positive, donc de la bourse cantonale. Mais le problème est que, en fait, je dois ouvrir un compte bancaire suisse pour pouvoir bénéficier de cela. Or, c'est avec les papiers que c'est un peu compliqué. Et comment dire que, en fait, comme je suis venu quand j'étais petit, j'en sais rien avec le niveau passeport, comment ça fonctionne, l'identité, etc. Donc, quand je suis allé à la Poste Finance, parce qu'on m'a dit, ouais, il y a des gens qui ont réussi à avoir un compte bancaire, j'ai testé. On m'a dit, il faut au moins un passeport. Donc j'ai dit, j'ai rien comme pièce d'identité. Ils m'ont dit alors au moins une attestation de domicile de l'ECPM. Donc le lendemain, le jour même, j'ai écrit un email. On m'a dit, on peut faire ça. Et le lendemain, je suis allé directement à la poste, en loupant un cours. Et ils m'ont dit au final que non, en fait, il faut au moins un passeport et que ça ne marchait pas. Donc voilà, là, je ne sais pas comment je vais pouvoir bénéficier de la bourse d'études, que je pense que je mérite grâce à tous les efforts que j'ai fournis dans mes études. Et voilà. Et aussi, dans mon parcours scolaire, j'ai toujours... il y a eu, par exemple, au cycle, il y avait ce qu'on appelait les échanges linguistiques en allemand, pour améliorer sa langue, etc. Et personnellement, j'aimais bien l'allemand. J'ai voulu faire ça, mais j'ai pas eu la possibilité, donc j'ai jamais su. Et aussi, je voulais dire d'autres choses, c'est sur le plan psychologique. C'est-à-dire, comme a dit Célestin, c'est pas évident d'avoir ces papiers et puis de fréquenter d'autres gens qui sont suisses et du coup qui comprennent pas la situation. Et en général, c'est pas évident d'en parler. Et comme Célestin, on a honte, c'est pas évident. Bref, et puis c'est pas évident. C'est tout. Merci beaucoup. Un grand merci pour ces témoignages. Je crois qu'il y avait des questions qui vous étaient adressées, Monsieur Goutte. Peut-être que vous pourriez répondre. Et puis, après, je pense qu'on va... Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle, mais on m'a mis un petit mot comme quoi il fallait que je termine. Je ne voudrais pas qu'on se quitte sans vous inviter à faire des choses, parce que c'est vrai que c'est important de pouvoir, de pas rester dans l'impuissance. On voit ce que l'impuissance peut faire sur les personnes qui sont concernées. Et puis nous, en fait, on est tous aussi concernés et on peut faire des choses. La seule chose qu'on peut essayer de faire, on a réouvert la lettre ouverte qu'on avait faite pour continuer à mettre la pression sur le Conseil d'État pour avancer, pour permettre des régularisations, pour permettre ces tolérances, pour qu'on puisse utiliser toute la marge de manœuvre que les autorités utilisent toute la marge de manœuvre qu'elles ont pour arriver à faire changer une loi qui est injuste et qui est aussi une forme de maltraitance.
Désolée de vous laisser la parole sur ces mots, mais je vous invite à répondre aux quelques interpellations. Bon, il y a eu beaucoup de questions qui portaient un peu sur la même problématique. Je ne connais pas les dossiers individuels, même si j'ai reconnu 2-3 situations. Première chose, une précision. Ce que tout le monde appelle le papier blanc, c'est en fait un document que nous devons, nous, comme service cantonal de migration, émettre pour que les personnes qui ont été déboutées puissent aller toucher l'aide d'urgence à l'hospice général. À partir de là, l'hospice gère les questions liées à la poste et aux documents. Je ne sais pas quelles sont ces exigences. Nous, effectivement, normalement, si vous n'avez pas un document d'identité, c'est compliqué. C'est la raison pour laquelle nous, on fait une attestation qui est, dans certains cas, acceptée, dans d'autres pas. Mais on ne peut pas, nous, inventer un papier d'identité si on n'a pas une base et on ne peut pas intervenir auprès des autorités des pays concernés, malheureusement. Donc c'est un peu compliqué. Ceci pour le papier blanc. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se promènent souvent avec ces papiers blancs. On a parlé d'intervention de la police. Ce n'est pas nous qui envoyons la police. Je veux dire, quand des gens sont déboutés, qu'il n'y a pas de problème derrière, qu'il n'y a pas de problème de... Non, mais quelqu'un peut être dans un autre canton interpellé... Et parce qu'il est considéré en séjour illégal. Alors quand quelqu'un est interpellé dans un autre canton, s'il a le papier blanc, comme vous l'appelez, eh bien l'autre canton nous le renvoie parce que c'est nous qui sommes compétents pour l'examen de son dossier ou pour l'éventuel renvoi. Ceci dit, il y a aussi des contrôles qui sont effectués à Genève, donc... Mais je veux dire, ce n'est pas sur mandat du service de migration. On peut très bien, j'imagine que vous puissiez être contrôlé par la police, puis qu'à un moment donné, vous donnez ce que vous avez. Et ça peut être que le papier blanc, la police a l'instruction qu'un papier blanc est un document officiel qui est reconnu et sur la base duquel la tolérance de séjour, parce qu'à ce moment-là, on parle de tolérance de séjour, est accordée à son titulaire. Merci. Je crois que je vais vous remercier. Il y avait encore des questions. La question du passeport. Est-ce qu'il faut renouveler le passeport tous les 5 ans? C'était ça la question. Non, nous on a besoin de connaître votre identité à un moment donné. Dès l'instant où on a le passeport, on ne va pas vous le demander toutes les années ou tous les 5 ans même. Nous on a besoin d'avoir à un moment donné dans votre dossier une preuve de votre identité, et cette preuve elle est donnée par le passeport que vous avez, qui est valable, ou même éventuellement qui est plus valable parce qu'il est échu depuis le moment où vous avez quitté votre pays. Mais on va vous le demander qu'une seule fois. Voilà, oui. Le fait de devoir tamponner toutes les semaines. Ça dépend de votre situation. Je ne connais pas votre dossier, mais c'est un contrôle qu'on doit effectuer pour être sûr que vous êtes toujours à disposition des autorités, surtout si vous avez eu une réponse négative. Et si vous avez un papier blanc, c'est qu'à un moment donné, vous avez reçu malheureusement une décision négative, peut-être dans le domaine de l'asile, voire dans le domaine des étrangers. Et si c'est dans le domaine des étrangers, il y a effectivement un type de décision qui est prise en application d'une disposition qui est l'article 64, qui ne vous donne un délai de recours que de 5 jours, ce qui est une exception. Mais ça existe, ce n'est pas une invention. Je sais qu'il est tard et puis que chacun a ses obligations, ne serait-ce que de faire un gros dodo pour aller travailler demain, pour les gens qui ont la chance d'avoir un travail. J'essaie de le faire court. Beaucoup ont parlé de honte et de dignité. Il faut bien savoir que nous, on est très riches. On fait partie d'un dixième de la planète qui avons un toit sur la tête, une assiette pour manger, enfin pour manger ce qu'il y a dedans, l'accès à l'éducation et l'accès à la santé. Et tous les gens dont on parle ce soir, c'est dramatique, mais ils n'ont pas cet accès-là. Et ils n'ont pas la liberté de pouvoir le choisir. Donc je pense qu'en dehors, en attendant, et je trouve très courageux l'intervention ce soir, M. Gut, parce que moi j'ai le rôle facile. Si on était d'une série américaine, moi je serais gentil, puis lui, ça serait le méchant. Donc j'ai plutôt la part. Donc bravo. Et je sais qu'on attend beaucoup des autres, c'est un peu comme la bonne maman, que ça change. Mais en attendant que la loi elle change, je pense qu'on a tous une responsabilité individuelle d'essayer tout un chacun d'essayer de faire quelque chose pour aider son prochain. Vous avez posé une question tout à l'heure. Est-ce que c'est un choix rationnel qu'a fait Mébratou? Je conclurai là-dessus. Est-ce que les 2 millions de réfugiés ukrainiens qui vont rejoindre nos frontières prochainement ou les frontières limitrophes, est-ce que c'est un choix rationnel? Là, on n'est plus dans la rationalité, on est dans un choix de survie, un choix de cœur. Donc on est tous des humains. On devrait se regarder, ne pas se dire on va attendre que la loi elle change, mais déjà individuellement faire ce qu'on peut faire
Ça peut être juste tendre la main, un sourire, ça ne coûte rien. Aider les gens à retrouver le minimum de dignité sans forcément les embaucher quand on ne peut pas et sans forcément attendre que les autres changent la loi. Je pense qu'on a tous aujourd'hui, à 12 frontières, on est tous un peu angoissés, en tous les cas moi je le suis par rapport à ce qui se passe dans le monde, à réfléchir sur, voilà, on est 1/10 de la planète et très riche, donnons au moins notre sourire, quoi. C'est un minimum. Merci, et on a vu combien l'accompagnement et l'amitié étaient importantes. Je voudrais donc vous signaler qu'il y a une lettre ouverte que vous pouvez signer en sortant, qui est posée sur la table. Il y a de la documentation, il y a le rapport de la coordination asile, il y a des publications. Je vous invite à vous abonner à la revue Vivre Ensemble si vous ne l'êtes pas, pour vous tenir informés de ce qui se passe, d'avoir des témoignages, etc. Je vous remercie à toutes et tous d'être venus. Je remercie beaucoup tous ceux et toutes celles qui ont témoigné, parce que ce n'était pas facile pour eux. Il y en a beaucoup qui ne voulaient pas venir, qui m'avaient dit qu'ils n'allaient pas venir et qui ont finalement accepté de venir et qui ont décidé de venir. Et je les remercie particulièrement et je salue leur courage. Merci beaucoup.